Bien, merci, merci. Bienvenue à toutes et tous, chers collègues. Donc ce soir, nous allons démarrer notre conseil municipal. Et comme il est de tradition pour le vote du budget, nous avons l'honneur d'avoir les directrices et directeurs de service. Alors pas tous au complet, mais apparemment qu'il y a au moins un retardataire, Bertrand Lubianic, qui va bientôt arriver. Donc voilà, et je tenais déjà à leur souhaiter la bienvenue, en plus de notre directeur général des services, à leur souhaiter la bienvenue et puis les remercier encore pour tout le travail effectué durant cette année. Et Dieu sait que ça a été voilà, une année assez complète. Et je pense que 2024 le sera aussi. Voilà. Bien, donc je déclare la séance ouverte. Alors on va commencer par l'énumération des absents et des pouvoirs. Donc en tant qu'absent, j'ai M. Ronan Michel qui a donné son pouvoir à M. Joly, Mme Pétel qui a donné son pouvoir à M. Leroy, Mme Le Thor qui a donné son pouvoir à Mme Durand. Je ne vois pas d'autres. M. Houssin est absent, sera absent ce soir. D'accord. Il a donné un pouvoir à le Mme pouvoir. Durand. Et Olivier Athanas, le pouvoir à Françoise Loton. Alors, oui, non. Alors, M. Houssin est absent, il a donné son pouvoir à qui, du coup ? À moi, à Françoise Loton. À Mme Loton, Voilà. d'accord. Et Olivier Athanas est absent aussi. Il a donné son pouvoir à Vincent Saunier. À Vincent Saunier. Voilà. Très bien. Merci. C'est noté. Très bien. Bien, il vous est proposé de nommer monsieur Salio comme secrétaire de séance. Alors, on commence par le procès-verbal de la dernière séance, la séance du 29 janvier 2024, qui était avec la convocation du Conseil de ce soir. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce procès-verbal ? Pas de remarques ? Très bien, on va dérouler donc la séance du Conseil municipal. Donc la première décision est, comme traditionnellement, la désignation du président de séance pour l'approbation du compte financier unique. Donc, conformément à l'article L212114 du CGCT, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir, pour le temps de l'approbation des comptes financiers uniques, élire un président de séance. Et je vous demanderai de bien vouloir élire M. Bertrand Leroy, adjoint aux finances, comme président de séance. Est-ce qu'il y a des remarques, des oppositions, des abstentions ? Merci, Monsieur Leroy. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci. On va passer à la délibération numéro 2, du coup, sur l'approbation des comptes, du compte financier au budget principal. Je pense que je vais présenter les trois budgets à suivre, et puis on va voter donc séparément les trois à la fin. Si tout le monde est d'accord. Hop. Donc l'article 240 de la loi de finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la loi de finances 2021 a ouvert la possibilité d'expérimenter le compte financier unique ou CFU qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. Le compte financier unique est soumis aux mêmes dispositions qui s'appliquaient au compte administratif. Il rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées. Donc vous avez tous reçu les documents et les notes synthétiques en amont de ce conseil. Donc cette présentation sera un résumé de ces documents et devra aller relativement vite. Suivante. Voilà, merci. Donc la vue devant vous présente une synthèse au niveau de la réalisation de la section de fonctionnement du CFU donc 2023. Donc au regard du budget primitif construit, donc c'est la colonne de gauche, nous avons réalisé 77% du prévisionnel de dépenses et 107% du prévisionnel de recettes. Donc le total des recettes pour l'année s'élève à 27 296 088,68 € et le total des dépenses à 19 763 582 et 61 centimes. Donc le résultat de clôture en fonctionnement s'élève donc à 7 529 961,58 € et il n'y a pas de solde d'exécution reporté en fonctionnement. Dans le détail, en section de fonctionnement, donc, les recettes réelles en 2023 représentent un volume de 27 267 774 €.
principalement composé donc de la fiscalité locale pour 13 752 740 €, soit 50% tout juste des recettes totales. Les taxes foncières et d'habitation sur les résidences secondaires sont supérieures de 200 000 € par rapport au budget prévisionnel grâce à la revalorisation des bases de 7,1% et l'augmentation de la population. Les droits de mutation représentent 944 000 €, donc encore un bon niveau, malgré un ralentissement du marché immobilier. Et enfin, la taxe sur l'électricité s'établit à 486 000 €. Pour les produits de gestion courante, donc à hauteur de 5,1 millions d'euros, donc exceptionnel grâce au versement suite à la clôture de la SPL NOA, donc qui représente 4,8 millions, et donc les loyers pour un peu moins de 200 000 €. Les dotations et participations donc, sont supérieures de 80 000 € la prévision, réparties en 2,4 millions d'euros pour la DGF et diverses subventions de la CAF, le département, région, Rennes Métropole, pour 753 000 €, et enfin les dotations et compensations de l'État pour 261 000 €. Les autres recettes se composent des produits de services, éducation et culturels pour 1,8 million d'euros, des produits financiers pour 347 696 €, donc c'est le fonds de soutien pour la sortie de l'emprunt toxique, donc comme d'habitude, les atténuations de charges, donc le remboursement par l'assurance statutaire des arrêts et des accidents pour 194 511 €, et les produits exceptionnels pour 412 815 €, donc qui comprennent les pénalités, les remboursements de sinistres assurances et les cessions. Du côté des dépenses réelles de fonctionnement, donc elles représentent 17 480 551,66 € répartis en charges de personnel, donc qui pèsent 57% du total pour un total de 10 032 159 €. Donc elles sont en augmentation de 3,35% par rapport à 2022, donc j'en avais déjà parlé pendant le ROB. Donc la masse salariale progresse mécaniquement sous l'effet du glissement vieillesse technicité et des diverses mesures de grade et de promotion interne. De plus, le point d'indice a été revalorisé à hauteur de 1,5% en juillet 2023, et par ailleurs, l'impact des créations de postes en 2022 ont représenté 230 000 €. Les charges à caractère général donc, regroupent les achats et prestations servant au fonctionnement des différents services. Donc, elles représentent 26% des dépenses réelles de fonctionnement 2023 pour un total de 4 511 507,92 €. La consommation des fluides a été maîtrisée, donc moins 338 000 € par rapport au prévisionnel grâce à une baisse des consommations et à l'amortisseur électricité notamment. Les charges de gestion courante affichent un réalisé de 2 664 193 €. Ce chapitre regroupe les subventions aux associations, syndicats, indemnités des élus ainsi que les droits d'accès au logiciel. Et enfin, les autres dépenses, charges financières, charges exceptionnelles, dotations, provisions et atténuation de produits, représentent 1,38% des dépenses pour un total de 272 000 €. En section d'investissement, donc sur cette vue, donc est représentée donc une synthèse du niveau de réalisation de la section d'investissement du CFU. Donc d'un point de vue global, donc le niveau de réalisation de la section d'investissement est de 50,92% du budget primitif pour les dépenses d'investissement et 50,24% avec les reports. Et pour les recettes, 51,61% du BP et 53,03% avec les reports. Le total des recettes d'investissement de l'exercice atteint 5 704 055,27 € et le total des dépenses atteint 5 628 720,44 €, soit un solde d'exécution de la section d'investissement à 75 334,83 €, auquel il convient d'ajouter donc le résultat 2022 qui lui est en déficit de 804 908,01 €. Ce qui nous donne un résultat global de l'investissement à un déficit de moins 729 573,18 €. Les restes à réaliser en dépenses d'investissement s'évaluent à 698 543,39 € et en recettes à 157 544 €. En 2023, les dépenses ont été de 3 360 401 € et les restes à réaliser donc de 698 000, je viens de le dire. Les dépenses d'équipement sont réparties dans différents chapitres, donc les immobilisations incorporelles regroupant les frais d'études et les logiciels pour 137 000 €. L'étude urbaine représente la plus grosse dépense de ce chapitre
En 2023, on note également le lancement de l'étude des arbres remarquables et les diagnostics techniques de Carlin. Au niveau des subventions d'équipement, donc Rennes Métropole a envoyé l'appel de fonds pour le versement du solde du fonds de concours pour les travaux de la place du Docteur Joly. Les immobilisations corporelles regroupent les petits travaux d'aménagement et entretien du patrimoine ainsi que les acquisitions de matériel divers pour un réalisé de 1,1 million d'euros. Certains projets donc, tels que la piste cyclable, les chaufferies, la végétalisation, les équipements sportifs sont réalisés dans ce chapitre. Les travaux en cours concernent les constructions et aménagements importants. C'était encore la précédente, voilà. En 2023, donc, on retrouve la fin de certains travaux, donc les travaux de la salle Tabarly, donc boxe, musculation et rénovation du dojo, la création des plateaux sportifs et des nouveaux projets. L'opération d'équipement du groupe scolaire a été réalisée pour 246,35 € en 2023. Et l'opération d'équipement de rénovation de l'hôtel de ville pour 18 113,57 €. Les restes à réaliser donc, sont principalement les études préopérationnelles multisites, les travaux de végétalisation, le groupe froid à la cuisine centrale, les travaux de vestiaire du foot, le bardage du grand logis et la rénovation des chaufferies. Donc, en synthèse, donc, les recettes d'investissement sont réalisées à hauteur de 5 704 055,27 €, soit 51,60% du prévisionnel. Elles se composent des dotations, fonds divers et réserves à hauteur de 2 761 299,66 €, des composés en 2 327 000 euros donc d'excédent de fonctionnement capitalisé. Donc c'est l'affectation du résultat de 2023 à la section d'investissement pour financer les investissements. Donc, et 343 000 € de FCTVA. Au chapitre 13, on retrouve les subventions d'investissement donc réalisées à hauteur de 741 296,49 € pour un budget de 733 134 €. Donc cela concerne principalement les subventions suivantes, donc 508 000 € pour la MDE, donc 200 000 € de Rennes Métropole, 228 000 € de la CAF et 80 000 € de la TSIL. 86 600 € des fédérations sportives pour les plateaux sportifs, donc 4 000 € de la fédération de basket, 10 000 € du district de foot et 72 600 € de la fédération de football. Donc 60 000 € par ailleurs de la TSIL pour le Grand Logis et 42 000 € de la LEC pour la végétalisation des cours d'école. Au niveau des restes à réaliser, donc au chapitre 13, le montant est de 157 544 €, donc c'est 79 000 € de Rennes Métropole pour le Moulin du Bouel, végétalisation des cours d'école, donc 42 000 € de la LEC, l'acquisition de matériel de sonorisation du Grand Logis, donc c'est 21 000 € par le conseil régional, et la végétalisation des cimetières, 15 000 € de Rennes Métropole. Au chapitre 16, donc l'emprunt inscrit est un emprunt d'équilibre. Le réalisé concerne le dépôt de garantie dans le cadre de la convention d'occupation précaire du Grand Paty par la société Théo. Le chapitre 24 concerne juste une inscription budgétaire, le réalisé est en fonctionnement. Donc, on a sur la diapo suivante donc, le vote qu'on va faire tout à l'heure, donc qui reprend donc tous ces chiffres. Je vais passer rapidement sur le budget suivant, donc le budget annexe restauration. Donc dans ce budget, donc les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 162 587,86 € au total, soit 96 € de réalisation. La facture des familles est en hausse de 722 000 € de recettes, donc c'est 70 000 de plus que la prévision. Les dépenses de fonctionnement sont de 1 149 289,51 €. Au total, soit un taux de réalisation de 95,23%. Donc, le chapitre 11, les charges à caractère général, est consommé à hauteur de 680 000 €, en majorité par la ligne alimentation, bien entendu. En dépenses d'investissement, 30 231 €, 62 répartis en 2 585 €, 38 pour du matériel informatique, 9 042 € pour un coupe légumes et 24 650,57 € pour du matériel de cuisine. Donc pas de reste à réaliser. Et enfin, en recette de fonctionnement, il n'y a que les dotations aux amortissements pour 25 356,96 €.
Voilà pour le budget restauration. Et enfin, le budget de l'Éperon, donc encore plus rapide. Le budget donc, de l'Éperon, c'est un budget soumis à TVA avec une comptabilité de stock. Toutes les écritures réelles sont réalisées en section de fonctionnement. En 2023, donc, aucune vente n'a été réalisée. En dépenses, la fin des travaux de la compensation de la zone humide et des frais de contentieux ont été dépensés, ainsi que la restitution des lots 11, 12 et 13 de la société KLC pour un total de 281 000 euros. La section d'investissement comptabilise seulement des écritures d'ordre. Voilà pour le CFU. Enfin, les CFU. Donc, avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et bonsoir à toutes et tous. Non, il n'y aura pas de questions. On a eu largement l'occasion d'échanger, d'en débattre. Donc nous voterons bien sûr pour cette présentation. Eh bien c'est parfait. Donc je vais passer au vote. Donc pour le budget principal, donc je vous demanderai de bien vouloir approuver le compte financier unique 2023 du budget, pour lequel peut se résumer par le tableau intégré à la présente délibération. Donc on a vu passer tout à l'heure. Donc, personne ne vote contre, personne ne s'abstient, si j'ai bien compris. De même pour le budget restauration, donc qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Et enfin le budget de l'Éperon, donc qui vote contre et qui s'abstient. Merci. Donc je vais enchaîner avec l'affectation des résultats donc 2023. Donc suite à cette c'était que pour le budget qui devait sortir. Oui. C'est bon. Je finis juste l'affectation des résultats. Donc pour l'affectation des résultats, donc je vous demanderai de bien vouloir procéder aux affectations suivantes. Donc la totalité de l'excédent de fonctionnement, soit 7 532 506,07 € au chapitre 10,68 en recettes d'investissement, est reporté au 0,01 en dépenses d'investissement, le déficit de 729 573,18 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Leroy. Donc on passe à la délibération numéro 6, donc les finances, révision et modification des autorisations et programmes de crédit de paiement. Monsieur Leroy. Oui, donc là c'est une délibération technique donc, qui consiste à revoir les montants affectés annuellement pour les APCP. Donc la première modification concerne le quatrième groupe scolaire. Donc le montant initialement prévu était de 9 500 000 €. Qui a été augmenté à 11 millions d'euros suite à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc il convient d'augmenter le montant de l'autorisation de programme à ce montant-là, donc 11 millions d'euros, sachant que le réalisé, donc je viens d'en parler, en 2023 était de 228 925,41 €. Donc il sera décomposé en 2024 pour 1,2 million d'euros, en 2025 pour 5 millions d'euros, et le reste en 2026 pour 4 571 074,56 €. Le deuxième changement concerne la rénovation de l'hôtel de ville. Donc là, il n'y a pas de changement de montant, c'est toujours 1,4 million d'euros. Mais par contre, le réalisé donc, en 2023 était 18 113,57 € et il sera réparti le reste en 2024 et 2025 pour 700 000 € et 681 886,43 € pour l'année suivante. Donc je vous demanderai de bien vouloir décider des modifications et révisions des autorisations de programme et de crédits de paiement détaillées
à l'instant d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses et procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2024 indiqués dans le tableau. De dire que les crédits de paiement 2024 seront inscrits au BP 2024 et de préciser que les dépenses seront financées par la FCTVA, l'emprunt et l'autofinancement. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc on passe maintenant aux finances et au budget primitif 2024, budget principal de restauration et budget de la ZEDA de l'Éperon. Monsieur Leroy. Donc oui, de la même façon, donc la présentation donc, du budget, donc il s'inscrit dans le cycle budgétaire annuel, donc dans les 10 semaines suivant le rapport d'orientation budgétaire, donc qui a eu lieu le 29 janvier dernier, et le vote du compte financier unique de l'année écoulée, qui a eu lieu aujourd'hui, donc le tout avant le 15 avril, donc on est dans les temps. Là encore, vous avez reçu les documents nécessaires avant le conseil, donc on va aller vite. Donc le budget primitif 2024, donc ambitieux, avec 35 millions d'euros de dépenses programmées, donc il répond aux objectifs de la municipalité, à savoir en retranscrivant donc les marqueurs et ambitions du projet politique, en apportant des réponses aux besoins de la population et en accompagnant les évolutions démographiques, donc pour une ville qui vient de dépasser les 20 000 habitants, et en maintenant les équilibres dans un contexte inflationniste, donc vous connaissez tous, et avec une ville qui grandit. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 23 millions d'euros, celle d'investissement à hauteur de 12 millions d'euros. L'épargne dégagée en 2023 permet de financer les investissements sans recours à l'emprunt en 2024. Et donc en 2024, c'est un peu plus de 3 millions d'euros qui seront affectés pour financer la section d'investissement. Donc les recettes réelles de fonctionnement 2024 représentent un volume de 22 895 221 euros, principalement composé par la fiscalité locale pour 14,8 millions d'euros, donc en tenant compte de l'augmentation du taux de la taxe foncière de 3,5 points dont on a parlé lors du débat d'orientation budgétaire et de la revalorisation des bases de 3,9%. Les produits de services représentent 1,7 million d'euros et les dotations et participations 3,4 millions d'euros. Du côté des dépenses réelles de fonctionnement, elles représentent 19 774 201 euros, répartis en charges de personnel à hauteur de 11 millions d'euros, en charges à caractère général pour 5,4 millions d'euros et en charges de gestion courante pour 3 millions d'euros. Merci. Donc l'augmentation des dépenses réelles donc de BPABP représente 6%, afin de répondre aux ambitions du projet et de la prise en charge de nouveaux équipements qui répondent aux besoins de la ville, donc notamment Carlan, les équipements de Carlan et de l'inflation. La progression des dépenses à caractère général est assez marquée. Les dépenses de personnel connaissent également une progression soutenue, cohérente avec les besoins humains nécessaires à l'évolution de la ville. On va créer 6,55 ETP en 2024. Et bien sûr, le soutien continu au tissu associatif et aux syndicats, accentué avec la subvention à l'association L'Escale, nouvellement créée. Pour faire face à ces dépenses, la croissance des recettes est nécessaire et passe principalement par la hausse de la taxe foncière, donc j'en ai déjà parlé, 3,5 points, car les autres recettes, elles, n'évoluent pas, donc les dotations de l'État restent stables. La prévision est toujours prudente quant au droit de mutation. Donc il va s'évaluer à 680 000 euros cette année. Et la baisse de certaines recettes, telles que les contrats de territoire, les dotations de solidarité communautaire, dotations de compensation de la taxe foncière et des recettes tarifaires plus faibles, on en a déjà parlé aussi, notamment de la médiathèque. En ce qui concerne les dépenses d'équipement 2024, donc, sont prévues à hauteur de 9,5 millions d'euros, répartis en 600 000 euros donc, de frais d'études, 18 000 euros de subventions d'équipement pour le projet culturel participatif, 2,5 millions d'euros pour les acquisitions de matériel, terrain et les petits travaux d'entretien et d'aménagement, 4,4 millions d'euros pour les travaux de construction, 1,2 million d'euros pour le 4e groupe scolaire, 700 000 euros pour la rénovation de l'hôtel de ville, on vient de passer les délibes, et 37 000 euros pour le dernier versement du capital à l'AFL. Un PPI.
Un PPU toujours ambitieux, donc qui doit permettre de répondre aux projets politiques et aux besoins de la ville, notamment en termes d'équipement et de services. Un certain nombre de projets va continuer à avancer. La construction du 4e groupe scolaire, les travaux de rénovation de l'hôtel de ville, la rénovation des chaufferies, le réaménagement des cours d'école notamment. Et 2024 marquera le lancement de nouveaux projets, l'aménagement de la plaine Yann Fanch-Kemener, le remplacement de la toiture de Jacques Prévert, l'acquisition et l'entretien des équipements sportifs de Carlan, le lancement du schéma directeur immobilier énergétique pour se mettre en conformité avec le décret tertiaire, l'ouverture de la maison de la transition sur la période estivale au manoir de la Noë. Donc on va revenir sur celle-là tout à l'heure. Hop. Ouais, on va faire comme ça plutôt. En ce qui concerne le budget annexe restauration, donc de la même façon, donc les recettes de fonctionnement sont présentées à hauteur de 1 285 151 €, composé de 734 000 € environ au chapitre 70, correspondant aux recettes réelles perçues au budget principal et réservées au budget annexe pour les repas scolaires, ALSH, adultes, multi-accueil et goûter, prévisionnel, et est aligné sur les recettes perçues en 2023. 480 000 € au chapitre 75 pour la prise en charge du déficit par le budget principal et 71 150 € de reprise de l'excédent de fonctionnement pour l'année 2023. Les dépenses de fonctionnement sont présentées en équilibre à ce même montant pour des charges personnelles, des charges à caractère général pour 765 285 €, soit 7% de plus que la prévision 2023, donc ils prennent en compte l'inflation. Les charges de personnel seront de 409 250 € en augmentation, là encore, pour prendre en compte une année pleine sur la revalorisation du point d'indice notamment. Et enfin, 61 000 € au chapitre 65 pour le logiciel de gestion et le paiement de la TVA. En investissement, un budget est prévu pour le renouvellement de la plonge à hauteur de 50 340 €. Le tout s'équilibre avec la dotation aux amortissements de 30 000 € et le virement de la section de fonctionnement. Et enfin, l'éperon. Donc en recette de fonctionnement, pas de recette prévue au BP 2024. En dépenses, donc des dépenses sont fléchées pour la viabilisation des terrains donnés au SDIS pour la nouvelle caserne. Les autres écritures sont des écritures d'ordre et de comptabilisation des écritures de stock. Donc, très simple. Hop. On peut voter ce budget-là, peut-être. Enfin, ces budgets-là. Avant de passer On vote séparément les budgets ? Je ne sais plus. Oui, c'est séparément. Donc le vote sur le budget principal. Donc est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, Monsieur Roulet. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de saluer le travail aussi des services municipaux dans l'élaboration de ce budget. Leur engagement chaque année est indéniable et le travail de qualité. Alors, dans ce qui nous est présenté, malheureusement, dans le prolongement du débat sur les orientations budgétaires que vous nous avez présentées, Monsieur Leroy, nous n'approuvons ni vos décisions ni vos choix politiques qui se traduisent aujourd'hui dans ce budget 2024. Lors du dernier conseil, nous vous avions suggéré de rechercher des pistes nouvelles et réelles d'économie, d'arbitrer peut-être sur certaines actions non prioritaires et de vous questionner sur le niveau de service public à accorder au regard de nos capacités. Force est de constater que le budget que vous nous présentez au vote ce soir ne reflète aucun effort et est dans la continuité des précédents. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2020, les dépenses de fonctionnement ont grimpé en flèche, augmentant de 3 millions d'euros, soit une hausse de 15%. Ce chiffre est alarmant, d'autant plus que vous prévoyez encore une augmentation des charges à caractère général de 8,59%, alors de BP à BP, mais c'est quand même 500 000 €, et de plus 0,1% d'augmentation des charges de gestion courante, soit là 220 000 € d'augmentation.
Et tout ça pour financer en particulier des dépenses du nouveau centre social de l'Escale. Voilà. De même, les charges de personnel ont explosé avec une augmentation de 1,4 million depuis 2020, soit une augmentation de 16%. Et maintenant, vous annoncez une nouvelle augmentation de 1 million d'euros en 2024 par rapport au CA 2023. Alors certes, justifiée par des évolutions réglementaires et la création de nouveaux postes, mais peut-être pas tous nécessaires dans le contexte contraint que nous connaissons. Ces chiffres révèlent une gestion financière déséquilibrée et non maîtrisée, qui pèse lourdement sur les épaules des contribuables brugeois. Pour absorber cette augmentation constante des dépenses, vous avez choisi de faire supporter le fardeau aux habitants de notre commune, avec une troisième augmentation des impôts locaux, cette fois-ci par une hausse. Alors nous, on parle plutôt en pourcentage d'augmentation qu'en points, c'est un peu plus parlant, c'est une hausse de 12,6% de la taxe foncière. Cela représente une nouvelle charge financière pour les familles, sans réellement justifier cette hausse par une amélioration des services municipaux. Alors nous sommes face à un choix politique fondamental. D'un côté, une politique fiscale qui vise d'abord les propriétaires, épuise les contribuables et entrave le développement de notre ville. De l'autre, une approche plus responsable que nous préconisons, qui cherche à maîtriser les dépenses publiques tout en garantissant des services de qualité aux citoyens. Certes, monsieur le maire, vous parlez lors du dernier conseil que votre action est guidée par le service à la population, mais pour cela, il faut avoir les moyens de sa politique, et ça s'acquiert par une gestion saine. Permettez-nous de vous rappeler que notre responsabilité en tant qu'élu est de protéger les intérêts de nos concitoyens, de gérer les deniers publics avec rigueur et transparence, et de proposer aux habitants les services attendus pour une ville de 20 000 habitants. Malheureusement, ce budget ne répond pas à ces exigences. Malgré le versement exceptionnel de 4,4 millions par la SPL et NOA qui masque temporairement les problèmes financiers, nous ne pouvons ignorer la situation dégradée des finances de la ville et les risques qui pèsent sur notre commune avec une épargne nette qui se dégrade et qui aura pour conséquence, pour l'équipe municipale qui vous remplacera, de ne plus disposer de marge de manœuvre, ni même de capacité à emprunter par manque de solvabilité. Des signaux nous alertent sur la diminution des services rendus au quotidien. Le ramassage des déchets verts au domicile de nos aînés serait supprimé. Les activités collectives pour les seniors deviendraient payantes pour certaines d'entre elles. Faut-il en déduire que nos aînés sont tous riches et propriétaires et qu'ils peuvent tous financer vos projets? Dans le même temps, vous proposez, et nous le déplorons, l'instauration de la gratuité à l'inscription de la médiathèque. Bien que nous partagions l'idée que l'accès à l'information et à la culture soit un droit fondamental, nous ne pouvons souscrire à votre projet et nous regrettons que vous fassiez abstraction de ces recettes dont la facturation modique était acceptée des Brugeois. Nous estimons que la tarification valorise le service proposé, responsabilise les adhérents. De plus, la gratuité totale n'est pas la garantie d'une meilleure fréquentation. Nous aurions préféré une proposition tarifaire incluant davantage d'exonération plutôt que la gratuité totale pour l'ensemble des Brugeois. Et avec ces 13 000 € de recettes, davantage de possibilités de financement pour des actions de promotion ou d'événements afin de mieux faire connaître les services de la médiathèque et inciter ainsi des personnes qui s'en seraient éloignées d'y revenir. Ce budget 2024 prend en compte pour la première année pleine la mise en place du centre social. Si nous partageons le besoin de renforcer l'action sociale sur la ville, nous tenons à réaffirmer que nous ne sommes pas du tout en phase avec le choix de créer ce centre social géré par une association. Nous aurions préféré renforcer le soutien au CCAS, avoir une gestion municipale du centre social, afin de conserver l'autonomie de la ville dans sa politique sociale et sa gestion financière. Nous ne sommes pas d'accord avec ce choix qui pèse significativement sur la ville et lui fait prendre un risque financier en confiant une politique de la ville à une association. Ce budget est le reflet de votre politique et les choix budgétaires sont loin de ceux que nous aurions pu faire. Nous vous laissons l'entière responsabilité de votre gestion et du bilan qui en découle. Nous refusons de cautionner une gestion financière irresponsable qui sacrifie l'avenir de notre ville sur l'autel de la dépense publique. Pour ces raisons, notre groupe votera contre ce budget 2024 et bien sûr contre l'augmentation de la taxe foncière que nous verrons à la prochaine délibération. Et par contre, nous voterons pour le vote des budgets annexes. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Roulet. Bon, que vous ne votiez pas ce budget ce n'est pas vraiment une surprise. C'est normal, je dirais. Après, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord dans toutes les affirmations que vous faites. Nous sommes une équipe responsable. Nous faisons attention aux deniers publics. Nous faisons attention aussi aux services que nous apportons à la population. Alors, quand vous dites que
Vous auriez préféré, à la place du centre social, renforcer l'action du CCAS. Alors, je ne vous vise pas, M. Roulet, parce que vous n'étiez pas dans la précédente équipe municipale, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'au lieu de le renforcer, vous l'avez appauvri, au contraire. Donc, je ne vois pas vraiment, aujourd'hui, vous auriez l'intention de le renforcer. Je ne comprends pas. Ça me sidère un peu. Quant au centre social, nous l'affirmons, c'est un élément important. L'avoir confié à une association, c'est également une action politique importante pour notre équipe et pour notre ville. Et nous estimons que sur ce dossier-là, nous avons fait les bons choix et nous les maintenons. Voilà. Alors maintenant, vous nous accusez d'être dépensiers. Bon, c'est assez classique. Nous avons été élus pour une politique. Nous appliquons cette politique. Et malheureusement, nous avons constaté, et on peut faire le constat ensemble, je pense, que malgré la taille de notre commune, 20 000 habitants aujourd'hui, nous ne sommes pas une commune riche. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin de moyens si nous voulons continuer à assurer les services à la population que vous souhaitez vous aussi assurer d'ailleurs. Donc voilà, ce sont des choix que nous faisons en toute connaissance de cause et nous les assumons. Maintenant, vous dites que vous auriez choisi d'autres priorités. Lesquelles sont-elles ? Lesquelles sont-elles ? Parce que vous nous critiquez, vous dites que vous n'auriez pas pris les mêmes priorités, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses derrière. Et donc, je vous pose la question, je vous retourne la question. Je peux vous répondre, monsieur le maire. Reprenez notre programme et vous retrouverez toutes nos priorités. Je pense qu'on n'aura pas oublié qu'on avait prévu de renforcer une action sociale, justement, puisqu'on va parler uniquement du social. Je ne vais pas reprendre tous les points du programme, mais sur le social, notamment, à partir de l'analyse des besoins sociaux, on avait bien identifié que sur Bru, il y avait un problème au niveau de la situation des personnes âgées, notamment celles qui étaient isolées. On l'a même repris dans les commissions pour dire qu'il fallait aussi apporter des réponses aux personnes âgées, et notamment celles qui sont isolées. À la suite de ça, on a eu le recensement des personnes en situation fragile, et on a vu qu'on avait doublé, grâce à ce recensement, le nombre de personnes qui étaient identifiées sur la commune. Donc, on peut dire qu'on a contribué à cette action, et ça faisait partie de notre programme. L'autre population qui attendait un soutien de la part de la ville de Bru sont les femmes isolées, les femmes qui se retrouvent aussi oui, vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Les femmes qui étaient victimes de violences, donc on avait commencé à travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet que vous n'avez pas forcément abordé, leur hébergement. Voilà, des priorités que nous avions et qui nécessitaient que l'on renforce le CCAS. Bon. Merci. Sur les personnes âgées, je vais peut-être donner la parole à M. Lecam. Oui, je trouve ça un peu fort de café quand même. Effectivement, on a pris un CCAS qui était pour une ville de 20 000 habitants avec des effectifs qui ne correspondaient pas absolument aux besoins. J'ajouterais que si votre programme avait été si bon, vous auriez peut-être été élu, si je puis me permettre. On voit bien qu'il y a une volonté de ce conseil municipal quand même, en déléguant un conseiller municipal aux personnes âgées, de bien prendre en compte cette cause-là. Depuis que je suis arrivé, j'ai mis en place des permanences tous les mercredis pour les recevoir. Il y a eu un concert qui a été fait tous les ans, gratuit. L'année dernière, il y a eu des actions de prévention pour l'équilibre, gratuites. Il y a des actions aussi sur la mémoire, gratuites. Il y a... Donc en fait... Et c'est ce qui est très étonnant, c'est que pour la médiathèque, vous nous contestez le fait de la mettre gratuite. Là, je ne comprends pas trop le côté payant des personnes âgées. Si c'est pour les activités de prévention, c'est une demande de leur part.
Donc d'un côté, vous souhaiteriez que la médiathèque soit payante. De l'autre côté, quand il y a des actions qui sont faites pour pouvoir faire plus que ce que la commune fait déjà gratuitement pour les personnes âgées, ça ne vous convient pas non plus. Donc bon, voilà, il y a peut-être un paradoxe, quoi. Mais sachez quand même que, enfin, on fait énormément de choses pour les personnes âgées. Madame Séché ? Oui, je voulais rajouter à ce que vient de dire Hervé qu'on fait énormément de choses, on continue à faire... par exemple, le centre social, pour revenir là-dessus, c'est aussi un lieu pour les personnes âgées. On n'exclut personne et c'est un lieu où ils peuvent trouver un certain nombre d'activités. Donc ça aussi, ça fait partie d'une politique sociale du bien vieillir. Vous le savez parce que vous participez aux commissions sociales que nous sommes sur les 2 prochaines années sur une réflexion importante sur la place du bien vieillir et sur l'embauche peut-être d'une personne qui va s'occuper essentiellement des personnes âgées. Donc je trouve, je suis un peu comme Hervé, je trouve que c'est un petit peu fort. Je voudrais aussi revenir sur... je suis très étonnée de ces histoires de qu'est-ce que vous avez fait pour les personnes victimes de violences conjugales. Alors moi j'ai pas trouvé ça quand je suis arrivée, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé 2,8 personnes qui accompagnaient 20 000 habitants. Je vois pas, moi, les actions en faveur des violences faites aux femmes. Nous, on a essayé de faire déjà une commémoration, enfin un événement autour du 25 novembre tous les ans. On essaye aussi d'accompagner, de coordonner avec la personne qui est responsable à la gendarmerie, etc. Donc là, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre, c'est difficile. On a également, évidemment, créé un logement d'urgence qui, justement, héberge un certain nombre de personnes, et notamment des femmes victimes de violences. Voilà. Madame Durand ? Oui, alors moi je réagis par rapport à la gratuité de la médiathèque, évidemment. Je pense que c'est vraiment, on est différents, on a une politique différente de la vôtre, très clairement, parce que notre choix politique, il est clairement assumé quand on décide d'adopter la gratuité de la médiathèque. On rentre dans un mouvement, on permet l'accès à tous, aux anciens comme aux jeunes, comme à toute personne. Et je pense que du coup, la médiathèque devient un lieu d'accès démocratique qui est ouvert à tous. Et je voudrais dire simplement une chose. Quand j'ai eu un certain nombre de personnes qui sont venues, qui m'ont évoqué leur plaisir de voir la médiathèque gratuite, il faut savoir que autour de nous, toutes les médiathèques pratiquement autour de Bru sont gratuites, et donc je pense que on est dans un mouvement local, et je pense que c'est important de le poursuivre. Et je voudrais citer la phrase d'une personne que j'ai croisée, qui m'a dit « La lecture, la culture, c'est le socle de la citoyenneté, et la gratuité, c'est un pas de géant pour l'égalité des gens. » Voilà, et je pense que c'est important de noter ça. Ça marque vraiment notre différence de politique. Monsieur Saunier. Mme Durand ne doit pas rencontrer non plus les mêmes personnes, puisque d'autres personnes se sont étonnées de cette décision, alors même qu'ils n'avaient rien demandé et qu'ils vont se la voir appliquer. Et on ne dit pas, on dénonce pas un tarif différencié qui aurait pu être proposé, bien évidemment, pour les personnes que vous citez. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage de faire la gratuité pour tout le monde. On parle de 7 à 14, je crois, on parlait de ça dans le journal ce matin encore, de droit d'entrée. C'est un élément qui effectivement nous différencie. Monsieur le maire, vous aviez parlé lors du dernier conseil que votre action est guidée par le service à la population. C'est vrai qu'elle l'est guidée, mais avant toute raison financière. Si, Monsieur Lecam, vous étiez aussi en train de nous dire et nous donner des leçons sur une gestion auprès des personnes âgées, là aussi, vous ne devez pas rencontrer toutes les mêmes personnes
Parce que beaucoup se plaignent des problèmes de mobilité et d'accessibilité dans le centre, beaucoup se plaignent de votre suppression du repas des aînés, et j'en citerai d'autres encore qui manifestement, les personnes âgées, pour certaines, en tous les cas celles que l'on peut rencontrer, se sentent lésées de votre politique. Donc oui, on n'a pas la même façon de voir, oui, on n'a pas la même approche. On a une approche qui est d'abord guidée par des capacités financières qui nous permettent de déterminer. Monsieur Lecam, vous n'avez pas connu la situation qui était celle de 2014 à 2021, où on a connu une réduction drastique des dotations de l'État, plus la gestion d'un emprunt toxique. Madame Séché, qui nous a obligés à prendre des mesures aussi à l'endroit du CCAS, oui, on le reconnaît, parce qu'on avait une situation particulière. Et je pense que si vous aviez été aux affaires, j'espère, mais j'en doute, vu ce que vous faites, que vous auriez pris des mesures permettant aussi de faire face aux réalités. J'entends que vous êtes d'abord guidé par une politique, sans regarder si vous avez une capacité financière. Sans doute que c'est aussi votre façon de gérer, mais moi, ce n'est pas la mienne. Monsieur Lafont. Monsieur Saunier, je vous entends tout à fait. Mais depuis 2014, comme vous le dites, il y a une politique drastique de la diminution des dotations qui entraîne aujourd'hui, on voit des conséquences énormes sur le fonctionnement aussi bien de nos communes que de notre société et de notre pays. Donc, on peut dire que vous voulez dire que vous avez peut-être fait une gestion financière, mais aujourd'hui, on voit les conséquences des gestions financières. C'est qu'aujourd'hui, les populations sont dans de grandes difficultés. Il y a des problèmes aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées, que chez les familles monoparentales, que dans la pauvreté, qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de budget, mais quand les gens me disent on paye trop d'impôts, il faut que la solidarité aide tout le monde. Et aider tout le monde, c'est aussi bien les personnes en difficulté que notre société globalement. Et ne pas l'emmener vers une société où chacun devient individuel et se bat les uns contre les autres. Monsieur Leroy. Oui, je voulais juste réagir sur l'éventuelle fragilité de la situation financière de la ville et dont vous avez parlé, Monsieur Roulet et Monsieur Saunier, de l'adaptation de nos capacités à nos dépenses. Je voulais juste rappeler que quand on est arrivé, donc on avait une dette qui était d'environ 20 millions d'euros, elle est aujourd'hui de 10 millions d'euros, donc elle a diminué de moitié, et des ratios donc de désendettement qui ont là aussi largement diminué. Donc notre gestion financière, elle est normal. Pour le moins normal. Vous ne faites pas appel à l'emprunt, donc c'est juste mathématique, Monsieur Leroy. Enfin, exactement, donc c'est bien ce que je dis. Mais ça n'a rien de fantastique. Elle est tout à fait saine en tout cas. Non, parce que l'épargne nette, Monsieur Leroy, elle se détériore. Et à horizon 2027, se détériore pas, non. Je suis désolé, mais en tous les cas, on voit bien dans votre PPI que la voilure diminue. Donc, Monsieur Kermarek. Oui, bonsoir. Juste quelques mots, parce que... oui, quelques mots, enfin bon, peut-être quelques-uns encore en plus. C'est juste... parce que, d'abord, pour vous présenter nos excuses, parce que apparemment vous êtes contrarié qu'on n'ait pas tenu compte de vos remarques du ROB. Bon. Effectivement, on n'a pas été dans votre sens. Je vous ferai remarquer aussi que vous-même n'avez pas beaucoup évolué, puisque je vous avais expliqué que les 15% d'inflation, de dépenses supplémentaires correspondaient exactement à l'inflation. Ça n'a pas eu l'air de vous frapper non plus beaucoup, mais enfin bon, c'est normal. Mais ce qui est assez, comment dirais-je, récurrent et un petit peu dommage dans votre discours, c'est toujours la même chose qui revient. Vous êtes des gestionnaires extraordinaires. On a vu comment, pendant le mandat précédent, vous avez dilapidé les bijoux de famille, si j'ose m'exprimer ainsi, comment vous avez laissé la commune aux mains des promoteurs, comment vous avez, je ne vais pas refaire la litanie, mais comment vous avez abandonné l'intérêt communautaire de la Zagar, etc. Comment vous avez supprimé des postes d'APSEM, comment vous avez redonné à la métropole un nombre d'agents relativement important, beaucoup plus important que la plupart des autres communes, ce qui nous fait d'ailleurs qu'aujourd'hui on a des allocations de compensation négatives.
Enfin, bon, voilà. Pour en revenir au taux d'impôt et de la façon de financer les dépenses nécessaires, effectivement, on augmente un petit peu les impôts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous comparez avec les communes voisines, on est à peu près dans les mêmes taux de foncier. Et je ne vais pas refaire le discours que j'ai fait, redire ce que j'ai dit la dernière fois sur l'évolution de la fiscalité nationale et locale, mais puisqu'on en parle, on est bien obligé d'évoquer quand même la politique fiscale de l'État. Qui fait de la non-augmentation des impôts son cheval de bataille. C'est une façon de voir les choses, que nous ne partageons pas, parce que, bien évidemment, l'argent qu'on ne prend pas quelque part, on le reprend ailleurs. Et les mesures qui font qu'on le reprend ailleurs, eh bien, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Je parle de l'ISF. Je parle du prélèvement forfaitaire obligatoire. Là, pour les gens qui appartiennent à des catégories relativement favorisées, il n'y a pas de souci. On les aide. En revanche, quand il faut s'attaquer aux retraites, quand il faut s'attaquer aux chômeurs, quand il faut s'attaquer aux bénéficiaires du RSA, là, on est un petit peu plus vigoureux du côté de ce gouvernement. Hier soir encore, le ministre Le Maire annonçait que les prévisions de croissance pour 2024 étaient revues à la baisse. Et nous n'en sommes qu'au début de l'année. On peut éventuellement s'inquiéter pour la suite. Et qu'en conséquence, l'État ferait des économies. Comment? Et sur le dos de qui? Par exemple, on va rogner sur la prime rénovation. On va diminuer le fonds vert, ce qui donne quand même une idée des intentions écologistes de ce gouvernement. Parce qu'en même temps, on va continuer à autoriser le glyphosate. On va laisser les agriculteurs, et notamment ceux qui sont défendus par certains syndicats, essayer de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Comment est-ce qu'on fera ces économies? Eh bien, en s'attaquant à des secteurs en forte tension, l'hôpital, l'école. Et qui est-ce qui va en pâtir? Évidemment, tous les gens qui sont dans des situations difficiles, et parallèlement, les fonctionnaires dont vous regrettez à l'évidence qu'on essaye de prendre un petit peu soin de ceux de la commune, et que je voudrais remercier encore ici pour tout le travail qu'ils accomplissent, pour l'implication dont ils font preuve. Et malheureusement, comme on dit souvent, quand il s'agit de rémunération des fonctionnaires, on n'a pas grand-chose. On a un petit peu le RIC-7, mais on n'a pas grand-chose, et on ne peut que, je dirais presque, les remercier. Mais encore une fois, les fonctionnaires, dont ça, le pouvoir d'achat baisse depuis 20 ans, ils risquent encore une fois de trinquer. Et pour beaucoup d'entre eux, de se smicardiser, si j'ose dire un peu plus. Parce que vous n'ignorez pas que tout un tas de fonctionnaires se retrouvent avec des grilles qui les placent en dessous du SMIC et qu'il faut juste compenser. Voilà. Alors peut-être qu'ils vont pouvoir se consoler en se disant que bientôt, ils n'auront plus de prélèvement pour fait de grève, puisque on a essayé de leur interdire bientôt de faire grève. Et donc, ils perdront plus de journée de salaire. C'est quand même merci au gouvernement. On peut remercier le gouvernement là-dessus. Parallèlement, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il supprime le bouclier énergétique. Il double la franchise sur les boîtes de médicaments. Et tout ça, ça vise qui? Ça vise toujours les mêmes. Alors effectivement, ça ne touche pas aux impôts directs. Et qui constituent les impôts directs? Ça constitue le moyen de redistribution le plus juste et le plus efficace. Mais qui pâtit le plus de cette baisse des services publics? Sans doute ceux qui attendent, peut-être sans l'espérer vraiment aujourd'hui, le grand ruissellement. Alors non, on n'a pas cette vision des choses, nous on n'a pas la même vision que vous. Nous avons besoin des services publics fonctionnels et nous nous attachons à notre niveau à les faire fonctionner de la meilleure façon, et en effet, il faut les financer. Et je ne vais pas revenir sur ce que je disais le mois dernier, mais c'est la politique gouvernementale qui nous contraint. Et je m'étonne que vous ne preniez jamais cette réalité en compte dans vos propos. Votre position d'opposant systématique ne sert pas la cause des Brugeoises et des Brugeois que vous entendez défendre. Voilà.
si vous permettez. Madame Le Russa. Rebonsoir. Moi, je voudrais revenir sur 2 sujets qui ont été abordés. Alors l'un par Mme Séché, l'autre par Monsieur Lecam. Donc, on a évoqué les violences faites aux femmes. Je voulais juste repréciser que lors de notre mandat, on a travaillé sur ce dossier-là. Alors, vous me poserez peut-être la question de savoir ce qu'on a pu faire. Eh bien, on a aussi organisé des conférences, comme vous avez pu le faire. On a aussi mis en place un dispositif avec la gendarmerie, ce que vous avez fait aussi. Voilà. Donc, on avait déjà travaillé sur ces 2 sujets-là. Et puis, quant à nos seniors, eh bien, là aussi, je dirais qu'on a travaillé. La maison Elena, qui est sur le point d'être commencée aussi, est un de nos actes forts, hein, puisque je rappelle que cette maison Elena va permettre à des seniors à revenus modestes de pouvoir, je dirais, résider dans un nouveau bâtiment avec la présence d'un animateur. À côté de ça, je dirais qu'on a continué aussi à conventionner avec Clic Alliage, puisque Clic Alliage offre des ateliers à nos seniors, des ateliers gratuits. Donc, si effectivement, aujourd'hui, ces ateliers étaient payants, on peut s'en étonner. Et puis, il y a toujours eu ce repas des aînés. Donc, on a toujours, je veux dire, mis en place des actions au profit de nos seniors. Donc, voilà. Donc, en ce qui vous concerne, c'est la continuité. Mais sachez qu'à notre niveau, lors de notre mandat, on a aussi travaillé sur ces sujets-là. Je voulais juste préciser ces 2 points-là. Merci. Monsieur Salio. Alors, c'est pas forcément qu'une continuité, parce que vous avez évoqué la question de la lutte contre l'isolement social, et notamment des personnes âgées. Et nous, on a fait le choix de renforcer cette lutte contre l'isolement social, directement en phase avec l'ABS, et aussi de miser sur l'intergénérationnel. Donc en plus de toutes les actions spécifiques que M. Lecam a rappelées, et il les a pas toutes rappelées, mais il en a rappelé quelques-unes, les ateliers spécifiques qui continuent et qui restent gratuits, et il y a des ateliers renforcés pour lesquels il y a une participation libre des personnes âgées qui souhaitent poursuivre. Il y a aussi les thés dansants, qui vont encore avoir lieu en 2024. Et en fait, c'est plusieurs centaines de personnes âgées qui participent à ces événements-là. Et puis, on a des actions qui misent sur l'intergénérationnel. Et à l'Escale, il y a tout un tas d'activités qui touchent des personnes âgées et qui les mixent avec d'autres. On a eu les vacances pour tous qui ont à chaque fois, sur tous les temps de vacances pour tous, particulièrement les journées excursions qui étaient clairement intergénérationnelles. C'est aussi les personnes âgées qui viennent prendre un repas avec les enfants au centre de loisirs. C'est également les animations dans la ville, je pense au tricot urbain où on a vu de l'intergénérationnel. Donc c'est pas forcément de la continuité, mais c'est un vrai renforcement de la politique de lutte contre l'isolement social. Et pour la question des violences faites aux femmes, il y a Mme Séché a rappelé la création du logement social, qui est clairement un outil important face à ça. Mais le plus important, face à toutes ces situations qu'on rencontre, c'est clairement le recrutement d'un 2e travailleur social au CCAS. Parce que la première réponse qui est donnée, c'est à ce niveau-là qu'elle est donnée. Et c'est un renforcement du réseau pour pouvoir faire de la prévention et aussi gérer ces situations, et avec des outils, dont ce logement social, mais aussi avec un réseau qu'on peut justement plus facilement activer. Et donc quand vous dites que vous auriez voulu renforcer le CCAS, moi j'ai envie de vous dire, je vous demande à quel niveau. Voilà, on avait 2,7 ETP, on en a 4,7, plus le centre social. Je vous demande à quel niveau vous auriez souhaité le renforcer. Monsieur Boutin. Oui, moi j'avais été un petit peu frappé par les termes que vous avez employés lors de la présentation du ROB sur la question de notre gestion financière. Donc, Monsieur Leroy vous a un petit peu répondu sur ce point-là, mais quant aux termes employés, moi il y a toujours quelque chose qui me choque un petit peu, vous voyez, c'est-à-dire que vous parlez par exemple des dépenses de fonctionnement et vous dites 15% d'augmentation en 4 ans. Sauf que M. Kermarek vous a un petit peu rappelé là-dessus, sauf que entre les deux conseils, vous nous servez le même discours. C'est-à-dire que 15%
d'augmentation de dépenses sur 4 ans, quand on sait que les 2 années précédentes, l'inflation a été de 10%, et quand il s'agit de dépenses de fonctionnement, on se doute bien qu'elles sont largement impactées par l'inflation, et quand on prend la totalité de l'inflation sur les 4 ans, effectivement, on arrive à la même chose. Alors, ça frappe les brusois, 15% d'augmentation. Sauf que si vous oubliez de rappeler qu'en même temps, 15% d'augmentation des dépenses, sauf que si vous oubliez de rappeler en même temps qu'il y a quasiment 15% d'augmentation de l'inflation, ça veut dire qu'en gros, on gère très bien. C'est-à-dire que malgré l'augmentation de la population, malgré l'augmentation des services, on a très peu d'augmentation réelle sur la question des dépenses. Je ne parle pas de dépenses monétaires, je parle de dépenses réelles. Alors ça, les 15% sur la question des dépenses de fonctionnement, et puis on peut prendre d'autres choses, sauf que les termes que vous employez, franchement, gestion financière irresponsable, explosion des dépenses, et j'en passe, explosion des dépenses, quand on arrive à maintenir les dépenses de fonctionnement sur 4 ans, franchement, avec une augmentation des services. Et puis il y a aussi autre chose que je voudrais remarquer. On vous suggère que on n'a pas trop vu les pistes d'amélioration et d'économie que vous pouviez nous suggérer à la fin du ROB, donc lors du dernier conseil municipal. Et là, quand on vous demande, monsieur le maire vous demande, mais finalement, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer? Ce n'est pas des dépenses d'économie que vous nous suggérez. Vous nous rappelez, vous, quelles dépenses supplémentaires vous auriez fait pour justement, par exemple, les anciens ou pour exemple un certain nombre de choses. Autrement dit, est-ce que vous avez vraiment des pistes d'économie? Comment on peut faire? Vous voulez dire qu'il faudrait peut-être limiter la masse salariale? Donc il faudrait moins embaucher alors qu'on a plus de besoins? Mais c'est où? Quel poste? Quelles dépenses restreindre? Ça reste un mystère pour nous, vous voyez. Enfin, si vous voulez, moi je vais reprendre le programme et puis on y va. Je pense qu'on a déjà fait le débat. Non, mais vous voulez budgétaire puisque c'est ça. Au dernier conseil municipal, on va peut-être pas recommencer ce soir. À ce moment-là, parce que il y en a des pistes. Il y a des. Si vous ne donnez pas le ton, ça ne viendra pas, c'est sûr. Et je vous invite à aller chercher. Un audit sur l'organisation et l'optimisation, on l'a pas vu. Un audit sur la cantine scolaire, on l'a pas vu. Le questionnement sur le niveau des services et leurs coûts, on l'a pas vu. La décarbonation du parc, on l'a pas vu. Le questionnement sur les services externalisés, on l'a pas vu. L'audit et le diagnostic sur le bâtiment, ainsi que les syndicats intercommunaux, c'est en cours, mais on attend encore les résultats. L'audit sur la restauration municipale, le refus de la gratuité du grand logis, l'interrogation sur le prix du repas, aujourd'hui, tel qu'il est dans le contexte que l'on connaît, les arbitrages au niveau de certains investissements, le centre social qui pèse sur le fonctionnement et qui empêche les investissements, ça aurait pu nous permettre d'aller chercher des éléments. L'optimisation de la recherche des subventions, les investissements fléchés permettant de réduire les factures énergétiques. Il y en a plein. Mais c'est pas c'est pas un programme, ça, que vous nous citez. Je ne parle pas de programme. Non, vous me demandez quelles sont vous avez parlé vous-même de programme. Non, mais les pistes d'économie. Là, vous êtes en train de faire une. Non, mais vous cherchez les pistes d'économie. Une il y en a, liste monsieur Salmon. à la Prévert. Ne nous dites pas qu'on n'en propose pas. Il y en a. Seulement, vous voulez rien entendre. Madame Pierre. Oui, merci. Bonsoir. Je pense qu'une des différences, peut-être, c'est aussi qu'on a une politique écologique et que effectivement, on s'attelle aux économies d'énergie et que on a un poste d'économe de flux qui finalement rapporte entre guillemets plus que ce qu'il nous coûte avec des actions pour la décarbonation. Je pense à la chaufferie du Verbuisson qui est aujourd'hui une chaufferie au bois. C'est vraiment quelque chose qui est un point très important dans les actions qu'on mène et qui sont menées par les services techniques. Et on a vraiment un plan d'anticipation sur l'avenir avec la rénovation thermique très performante de la mairie, avec le fait aussi de faire une future école biosourcée et avec un certain nombre de caractéristiques très performantes aussi au niveau énergétique pour l'avenir. Donc je crois que là-dessus, on est plutôt dans les clous et je peux vous dire que les subventions pour ces sujets-là, elles sont aussi recherchées. Je pense au fonds chaleur sur justement la chaufferie du Verbuisson, c'est 100 000 € et c'est des choses qui ont été absolument recherchées. Ensuite, on travaille aussi sur les questions de végétalisation, d'augmentation de cette végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur, pour être aussi en conformité
conformité avec les problèmes qui continuent d'arriver en termes de température. Je pense aux cours d'école, je pense à la plaine Jan van Schemener, et aussi un travail sur la préservation du patrimoine arboré et de la biodiversité. Et puis enfin, je pense aux mobilités douces, parce que on cherche à partager l'espace et à faire plus de place au vélo et à la marche à pied. Merci, monsieur Lecam. Oui, pour ajouter, concernant sur la recherche des subventions, là, donc cette année, il a été déposé un dossier à la conférence des financeurs pour pouvoir obtenir un financement pour les personnes âgées. Et le 6 avril prochain, il y aura un film qui sera projeté à l'espace Simone Veil avec le réalisateur pour entamer une réflexion sur les aidants. Aussi bien les aidants pour les personnes âgées que les aidants pour les personnes handicapées. Merci. Monsieur Kermarek, le mot de la fin. Ouais, non, je suis un peu étonné du propos de M. Saunier, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit qu'il a plein de pistes d'économie, sauf qu'il faut passer par des audits, parce que visiblement il les a pas, et que ça va commencer par nous coûter des sous, tous ces audits-là. Ah non, alors, monsieur Kermarek, vous n'avez pas compris la finalité d'un audit, c'est pour avoir quelque chose à table, des négociations. Mais visiblement, vous n'avez pas la connaissance du sujet, donc je vous laisse libre de vos propos. Bien, merci pour ces échanges. Donc, on va passer au vote maintenant du budget principal. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Le budget principal est adopté, merci. Le budget restauration maintenant, qui vote contre? Qui s'abstient? Le budget restauration est adopté à l'unanimité. Et le budget de la ZEDA de l'Éperon, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ce budget annexe est également voté à l'unanimité. Il faut également voter les autorisations d'engagement et de programme de dépenses imprévues. Donc c'est le même vote que l'année dernière à hauteur de 100 000 euros, donc qui représente 2% maximum des dépenses réelles et 7,5% pour chaque section. Donc. Très bien. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, ce budget est adopté à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 8, le vote des taux d'imposition pour 2024. Monsieur Leroy. Oui, donc là encore, on en a parlé durant l'Europe et durant aujourd'hui même, sur les taux d'imposition. Donc, pour rappel, l'année dernière, les taux d'imposition sur le foncier bâti, foncier non bâti et taxe d'habitation étaient respectivement de 41,84%, 48,19% et 18,26%. Donc, ces deux derniers taux sont inchangés. Seule la taxe sur le foncier bâti est augmentée de 3,5 points à hauteur de 45,34%. Donc, je vous demanderai de décider de fixer les taux communaux pour l'année 2024 ainsi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Madame Loton, vous votez contre? Heureusement que je suis là. Non, mais elle y est pour rien. Je reconnais. Très bien. Merci. Qui s'abstient? Donc, le budget est adopté. Moins 7 voix. Nous passons maintenant à l'aménagement. Et je donne la parole à Madame Pinard. Bonsoir. La ville de Breux a sollicité l'EPF Bretagne pour l'acquisition d'un bien situé au 22 rue Toulier, cadastré AT 557 et 558, constitué d'une maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 365 mètres carrés appartenant à Monsieur et Madame Le Calvez. Ce bien est situé dans le périmètre des études préalables à la création d'une ZAC multisite, ainsi que dans le périmètre de création de réserves foncières sur les secteurs des Rosiers, de la Gare et du Grand Paty déclarés d'utilité publique. L'acquisition de ce bien se fait libre de toute occupation et s'effectuera au prix de 331 000 euros net vendeur, dont 31 000 euros d'indemnité de remploi. Le bien fera l'objet d'une convention d'occupation précaire au bénéfice des vendeurs dans l'attente
du début des travaux d'aménagement. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions d'acquisition du bien situé au 22 rue Toulier via l'établissement public foncier de Bretagne et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Toujours concernant le 22 rue Toulier, cette fois-ci c'est la convention d'occupation précaire suite à ce qu'on vient de dire, Madame Pinard. Voilà, tout à fait. Donc dans la continuité, la commune de Breux a sollicité le portage du bien situé au 22 rue Toulier par l'établissement public foncier EPF Bretagne dans le cadre du projet d'aménagement du secteur gare. Donc la commune sera gestionnaire du bien. Conformément donc au code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Dans le cadre de l'accord trouvé avec le vendeur occupant de ce bien, une convention d'occupation précaire à titre gratuit va être signée entre la commune et monsieur et madame. La convention est conclue jusqu'au début des travaux d'aménagement du secteur, étant précisé qu'il pourrait être mis fin à la convention dans les 6 mois d'une délibération lançant la réalisation d'une nouvelle étude ou de réaménagement urbain, ou dans les 3 mois d'une délibération actant la vente à un promoteur, à un constructeur ou à un professionnel de l'immobilier. Le locataire pourra y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, et ce, sans que le congé ait besoin d'être motivé. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire au profit de Monsieur, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11, aménagement encore, et cette fois-ci il s'agit de l'acquisition, pas accusation, acquisition, c'est mieux. Et portage par l'EPF du 58 rue Champion de Cissé, voilà. Madame Pinard. Donc les 2 prochaines délibérations sont un peu du même type. Donc là il s'agit d'un bien situé au 58 rue Champion de Cissé. Le terrain a une superficie de 225 mètres carrés. Il appartenait à madame. Donc l'acquisition de ce bien se fera libre de toute occupation et s'effectuera au prix de 254 000 € net vendeur, dont 24 000 € d'indemnité de remploi. Le bien fera l'objet d'une convention d'occupation précaire au bénéfice des vendeurs dans l'attente du début des travaux d'aménagement. Le transfert de propriété aura lieu une fois le prix payé et l'acte signé. Les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir accepter les conditions d'acquisition du bien situé au 58 rue Champion de Cissé via l'EPF et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Et donc la convention d'occupation précaire pour le 58 rue Champion de Cissé, voilà, Madame Pinard. Comme au 22 rue Toulier, donc on met en place une convention d'occupation précaire dans les mêmes conditions. Et donc je vous demanderai de bien vouloir, je demanderai d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention d'occupation précaire au profit d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document relatif à la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Maintenant, il s'agit d'aménagement toujours, mais cession au département des lots 12, 13 et 14 de la ZEDA de l'Éperon. Madame Pinard. Alors, en prévision du déménagement du centre d'incendie et de secours, Rennes Sud-Ouest, qui se trouve actuellement au rond-point de la Noé, la ville s'est engagée à mettre à disposition du département un autre terrain afin qu'un nouveau centre d'incendie et de secours puisse être construit en 2026-2027. Dans ce cadre, les lots 12, 13 et 14 de la zone d'activité de l'Éperon ont été retenus pour accueillir le projet, conformément au plan joint sur une superficie totale de 7 382 mètres carrés.
Les collectivités territoriales, leurs regroupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de la valeur vénale déterminée par le pôle d'évaluation domaniale de la direction de l'immobilier et de l'État, anciennement France Domaine, par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas. En l'occurrence, et conformément au principe de financement des centres d'incendie et de secours, le transfert de propriété se fera à titre gratuit. L'étude de sol est de la responsabilité des acquéreurs. La commune ne sera tenue à aucune garantie concernant l'état du sol et du sous-sol. Un acte notarié actera cette cession. Le transfert de propriété aura lieu une fois l'acte signé. Le bornage sera à la charge de la commune. Le reste des frais inhérents à cette cession sera pris en charge par l'acquéreur. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la cession de cette emprise au département d'Ille-et-Vilaine, d'autoriser le département d'Ille-et-Vilaine à déposer une demande de permis de construire sur le terrain concerné, d'autoriser monsieur le maire ou un adjoint à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Juste une question. Est-ce que vous savez déjà est-ce que vous avez des projets sur la parcelle qui va être libérée suite au déménagement du centre d'incendie? Pour l'instant, pas de projet particulier, mais effectivement, c'est une parcelle qui revient de toute manière. Oui, et nous avons donc un PBIL, un bâtiment classé sur cette parcelle-là. Mais je vais donner la parole à monsieur Joly. Pour l'instant, on n'a pas de projet sur des secteurs bien précis, puisque la décision que nous avons prise en 2020-2021, c'est de faire dans un premier temps une étude urbaine pour avoir un schéma directeur d'aménagement et ne pas aller à des coups par coup. Et donc, on va lancer la ZAC multisite, et donc ce secteur-là va s'intégrer dans la démarche globale d'aménagement de la ville, et des décisions seront actées au moment du dossier de dépôt de la création de la ZAC dans un an, quoi. Et donc, on aura une idée des différents aménagements de la ville pour 20 ans, ce qu'on n'avait pas en 2021. Merci Monsieur Joly. Je tiens à préciser que ce terrain, effectivement, qui appartient à la ville, nous a permis de faire quelques économies, même si nous avons effectivement un manque à gagner par rapport à la vente de ces terrains de la ZEDA de Lépron. Mais on avait au départ prévu un terrain sur la ZAC de Kerlan qui nous aurait coûté beaucoup plus cher à la commune parce qu'il aurait fallu l'acheter. Donc ça voulait dire dégrader les finances de la commune. Alors que là, c'était un terrain qui nous appartenait. Donc voilà, je voulais juste signaler cet état de fait. Comme quoi nous faisons attention aussi aux deniers de notre commune. Monsieur Roulet. On peut s'en féliciter, c'est très bien, merci. Et de défendre les intérêts de la commune, on n'en entendait pas moins. Mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, voilà. Et on peut aussi se féliciter d'avoir le service incendie qui reste aussi sur la commune. Et c'est important. C'est important pour les entreprises, ça rassure les habitants. Enfin voilà, c'est un bon signal. Merci, Monsieur Roulet. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Il s'agit maintenant d'aménagement de la convention de maîtrise d'ouvrage unique pour le réseau express vélo Saint-Jacques-Bru. Monsieur Delaunay. Bonsoir à tous. Alors, on a beaucoup entendu parler du réseau express vélo ces dernières années. Donc là, ça se concrétise pour la ville de Bru. Donc, Rennes Métropole et les communes de Saint-Jacques-de-la-Langue et Bru ont décidé d'engager l'opération d'aménagement de l'itinéraire du réseau express vélo entre Rennes, Saint-Jacques et Bru-Kerlan, avec une connexion qui sera jusqu'à la ZAC de Lépron. Le principe d'aménagement global consiste à réaliser une continuité d'aménagement cyclable sur l'ensemble de l'itinéraire et ainsi donner une vraie alternative à la voiture pour les déplacements quotidiens domicile-travail et aussi pour faciliter l'accès sécurisé à vélo au collège, au lycée, aux écoles de Kerlan qui sont toutes situées sur la commune. Ce projet raccorde également aux haltes ferroviaires de Saint-Jacques-de-la-Lande et Bru-Kerlan, donc propose la multimodalité. La réalisation de cette opération nécessite une intervention à la fois sur le domaine public métropolitain et sur le domaine communal. Afin d'assurer une parfaite coordination des interventions, les deux collectivités ont donc décidé, conformément au Code des commandes publiques, de désigner Rennes Métropole comme maître d'ouvrage unique pour l'aménagement du REV
afin d'assurer la cohérence globale du projet et la coordination des travaux. Donc l'objet de la convention, c'est pour désigner Rennes Métropole maître d'ouvrage, sont principalement pour des espaces verts. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la partie voirie, mais la partie espace vert étant compétence communale, ça revient à la charge de la commune. Donc il y a 12 000 euros pour la ville de Bru, sachant que sur la globalité du parcours, il y avait, la plupart est pris en charge par la ZAC de Carlan. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit montant qui sera amené à être financé par la ville de Bru. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la commune de Bru, la commune de Saint-Jacques-de-Lernes et Rennes Métropole, d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Monsieur Delaunay. Il y a des questions, Monsieur Roulet? Oui, j'avais deux questions. Est-ce qu'on en sait plus sur le franchissement de la RD 34, sur la manière dont ça va se passer, et sur les parvoiries sur les tableaux qui nous ont été présentés, sur la parvoirie, il y a une part commune. Est-ce que c'est pris sur une des enveloppes du budget voirie des communes? C'est sur la B ou la C, je ne sais plus exactement. Monsieur Delaunay? Alors, pour la première question, j'ai eu un plan effectivement la semaine dernière, donc on pourra peut-être en reparler en commission à ce moment-là, qui a été transmis sur ce point noir, qui est le franchissement de la RD 34. Et pour le deuxième, je n'ai pas encore d'informations à vous donner sur la parvoirie, où ce sera des choses à discuter. Voilà, pas plus que ça pour le moment. Merci, mais en tout cas, on fera attention, effectivement, c'est savoir si c'est sur les enveloppes, effectivement, qui nous sont attribuées pour ce genre de... Oui, tout à fait. D'autres questions? Pas de questions, donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité, merci. Je passe maintenant la parole à Monsieur Hervé concernant la convention de partenariat avec l'école Unilassal des métiers de l'environnement pour l'année 2024. Monsieur Hervé. Donc une convention de partenariat intéressante avec une école de proximité, donc des étudiants avec les services périscolaires de la ville. Donc dans le cadre de son projet éducatif 2022-2026, la ville de Bru souhaite mettre en œuvre des projets liés à la transition écologique en sensibilisant les enfants aux grands enjeux environnementaux et en les impliquant afin qu'ils soient acteurs de cette nécessaire transformation sociétale. Dans ce cadre, l'école Unilassal, école des métiers de l'environnement, propose des interventions thématiques d'étudiants au sein des services périscolaires des écoles primaires publiques en partenariat avec le service enfance de la ville. Donc ce projet a pour objectif de proposer à des étudiants de première année de pré-cycle ingénieur de venir rencontrer les enfants sur les temps périscolaires pour vulgariser leurs connaissances sur des thèmes spécifiques liés à l'environnement. Afin de fixer les modalités organisationnelles de ce partenariat, une convention est proposée jusqu'au 5 juillet 2024. Donc il y a un planning qui est dans la convention, mars, avril, mai, avec des interventions sur les trois services périscolaires. Donc une réunion de bilan et d'échange sur les perspectives du partenariat sera organisée à la fin de la période de validité de cette convention. Ce bilan permettra d'évaluer les actions menées sur la durée du partenariat et de définir les perspectives que celles-ci auront ouvertes. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat entre la ville et l'école Unilassal, école des métiers de l'environnement. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Madame Loton? Ah oui. Bonsoir. Donc nous tenons bien sûr à affirmer notre engagement pour sensibiliser les enfants aux grands enjeux environnementaux et à les appliquer activement dans cette nécessaire transformation sociétale, comme vous le dites. Cependant, nous regrettons vivement que la convention établie avec l'école Unilassal, l'école des métiers de l'environnement, se limite uniquement aux écoles publiques de notre ville, excluant ainsi de nombreux élèves et notamment ceux des écoles privées. Cette approche restrictive va à l'encontre de notre vision d'une transition écologique inclusive et ouverte à tous. La transition écologique ne devrait pas être limitée par des distinctions entre écoles publiques et écoles privées. Au contraire, elle doit être le sujet de tous, unifiant notre ville dans un effort collectif pour préserver notre environnement et assurer un avenir durable pour les générations futures.
Merci donc de prendre en compte notre demande afin de garantir que tous les enfants de Bru, et j'insiste là-dessus, quelle que soit leur origine, leur statut, qu'ils fréquentent des écoles publiques ou privées, puissent bénéficier des interventions thématiques proposées par l'école Unilassal. Je vous remercie. Monsieur Hervé, va vous répondre. Donc oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est intéressant que tous les enfants brusois puissent bénéficier d'interventions de ce type avec l'école Unilassal. Donc on pourra partager ça avec une fois qu'on aura fait l'expérience, mais là la convention elle est signée entre la ville et les services périscolaires. Donc là c'est donc le service périscolaire géré par la ville. Donc c'est des interventions sur le temps du soir. Périscolaire, les temps du soir périscolaire, et nous ne gérons que... Enfin, on ne gère pas le périscolaire des écoles privées, donc s'il y avait besoin de faire un partenariat, il faudrait que ce soit un partenariat direct entre Unilassal et l'école privée. Et on pourra effectivement leur partager notre expérience pour voir élargir si l'expérience est positive, parce qu'après comme on a évoqué, on fera un bilan aussi de ce partenariat, et dans les perspectives, on pourra les ouvrir à l'école privée si eux ça les intéresse, quoi. C'est pas sur le temps du midi alors? Non, ça sera sur le temps du soir, oui. Madame Pierre? Oui, et j'ajoute que dans le cadre des travaux qu'on a sur le projet qu'on a nommé Ecolab, et qui est sur l'éducation à l'environnement et à la nature, en fait, c'est tout à fait un paramètre qu'on prend en compte. C'est l'idée de faire bénéficier les actions qu'on est en train d'imaginer à tous les élèves, que ce soit des écoles publiques ou des écoles privées. Et une première illustration, c'est le programme Drôle d'oiseau intergénérationnel entre les aînés et les enfants. Et en fait, on a commencé par l'établissement des Girandières avec une école publique, mais ensuite on va faire une école privée avec l'EHPAD. Donc c'est bien tout à fait prévu. Merci. Monsieur Chevet. Bonsoir à tous. Non, simplement pour compléter ce que disait Gaël Pierre, donc effectivement, l'intention, c'est de l'ouvrir au maximum, parce qu'il faut aller chercher, bien sûr, tous les enfants sur ce sujet-là. Et rendez-vous a déjà été pris avec les directions des écoles privées de la commune pour évaluer aussi leur intérêt, parce qu'il y a aussi une question de liberté pédagogique. Donc, comme on va sur les sujets d'éducation, il est important que les acteurs soient aussi embarqués, que ça vienne aussi d'eux. Donc voilà, donc le rendez-vous a déjà eu lieu sur ce sujet-là. Voilà. Merci, monsieur Chevet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant à la vie associative et les subventions pour les associations 2024. Monsieur Kermarek. Oui, bien, il s'agit, comme chaque année, de voter le montant des subventions aux différentes associations brusoises. Donc tous ces montants et ces subventions ont été vus en commission et traduisent le soutien qu'on apporte, que la ville apporte à toutes ces associations. Voilà. Merci, monsieur Kermarek. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Saunier? Oui, merci, monsieur le maire. Monsieur Kermarek, si monsieur Houssin avait été là, il vous aurait remercié pour le détail donné par section, donc ça c'est déjà le premier point. Et juste une petite question, je pense que vous devriez avoir les éléments assez rapides pour nous donner, mais maintenant, on parle d'une subvention, des subventions exceptionnelles, on dit qu'elles ne sont versées qu'après réalisation d'événements pour lesquels elles ont été attribuées et sur présentation de justificatifs au service de la ville. Et on aurait voulu j'aurais voulu vous questionner sur l'une d'entre elles en particulier, non pas parce qu'on s'en étonne, mais en l'occurrence, le montant est important. Il s'agit des Restos du Cœur, où on a 3 700 € de subvention. Y a-t-il une convention? Si oui, où est-elle? Pourquoi cela n'a-t-il pas fait l'objet d'une délibération comme lors de la dernière subvention exceptionnelle?
et sur quelles actions seront évaluées l'atteinte des objectifs. Monsieur Kermarek. Oui, alors effectivement, c'est une subvention qui est supérieure à celle qu'on a votée les dernières années. Il faut savoir que les Restos du Cœur donc reçoivent et donc apportent leur aide à. Alors, j'ai plus en tête, mais sans doute que ça a été débattu en commission action sociale de combien 160 brusois, et la subvention que nous demandaient, que souhaitent les Restos du Cœur, c'est à hauteur de 40 centimes, me semble-t-il, 40 centimes par repas fourni donc aux citoyens brusois, et ce montant-là, il était de 5 000 et quelques euros. Donc on a transigé entre ce qu'on avait donné l'année dernière de façon un peu forfaitaire et la demande des Restos du Cœur. Effectivement, je pense que quand on versera les subventions, une très grande partie des actions et de l'aide qui peuvent apporter aux Brusois aura été réalisée, puisque ce sera au mois de mars, et puis qu'on sait bien que les Restos du Cœur, c'est essentiellement au cœur de l'hiver si je peux redire ça, qu'ils fonctionnent. Donc comment ? C'est toute l'année maintenant. Bon, c'est toute l'année maintenant, alors excusez-moi, mais c'est... Bon, alors ils auront pas tout, ils n'auront pas tout fini, mais l'important, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour apporter cette aide à nos concitoyens les plus en difficulté, il faut l'argent avant, il ne faut pas l'argent après. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent acheter les denrées, et donc c'est pour ça que effectivement pour celle-là on va pas attendre d'avoir le bilan de l'année pour la verser. Sur ce sujet, peut-être Mme Séché ? Oui, pour répondre à votre question au sujet de l'augmentation de cette subvention, effectivement, l'année dernière, c'était 2500 €. En fait, on a été sollicité par les Restos du Cœur qui, ont une situation financière nationale assez désastreuse, et qui, ont constaté l'augmentation du nombre de Brusois qui venaient soit à Guichen, soit à Rennes. C'est-à-dire que jusque l'année dernière, il disait ça représente à peu près une centaine de personnes de Breux qui vont à Rennes ou à Guichen. Cette année, ils sont à peu près à 160. Donc il y a une grosse augmentation qui est due à l'augmentation des difficultés des gens, c'est certain. Ici, on a mis en place... il y a eu une grosse augmentation aussi de la capacité de l'épicerie sociale, c'est-à-dire qu'on est passé d'une trentaine de possibilités d'accueil à une cinquantaine là, cette année avec le nouvel équipement. Et malgré tout, il y a aussi une augmentation du nombre de personnes qui vont au Resto du Cœur. Parce que de toute façon, l'épicerie sociale, ne peut pas accueillir suffisamment de monde, et n'accueille pas des gens au-delà de 3 mois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, des gens qui n'ont pas du tout d'argent sont bien obligés d'aller au Resto du Cœur. Par conséquent, on a choisi d'augmenter cette subvention en fait de manière forfaitaire par rapport au nombre de Brusois. Merci Mme Séché. Monsieur Roulet ? Merci, monsieur le maire. Les difficultés des Restos du Cœur sont réelles, et on connaît leurs difficultés. On sait aussi que le prix des denrées, quand ils sont obligés d'en acheter, a augmenté. Voilà, donc c'est compliqué. Nous, ce qu'on avait suggéré, c'est qu'une convention soit passée avec eux, puisqu'il y a autant de Brusois qui sont bénéficiaires et qui ont besoin. Pourquoi les obliger à aller à Rennes ? Pourquoi ne pas demander à ce que la maraude passe à Bru ? C'est ce qu'on vous avait suggéré l'année dernière. Là, si je fais le décompte, ça fait quand même pratiquement 10 000 repas qui sont assurés. C'est ça, le chiffre était à peu près annoncé tout à l'heure. Avec le montant qui était demandé, 5 000 €, ça correspondait à 10 000 repas à 40 centimes et quelques par repas. Donc ça veut dire que pour ces Brusois, c'est un repas, c'est l'équivalent d'un repas par semaine qui leur est attribué, sachant qu'ils sont obligés d'aller au Resto du Cœur une fois par quinzaine. Donc
Je ne sais pas si on n'aurait pas avantage à conventionner avec eux, voir quels services ils peuvent apporter en plus de l'épicerie sociale, pour ne pas reproduire l'épicerie sociale et faire une épicerie sociale bis. Mais autour des maraudes, on annonçait en commission sociale qu'on avait 80 personnes aujourd'hui qui étaient domiciliées au CCAS, ça veut dire qu'ils sont sans hébergement permanent. Donc soit SDF comme on peut en voir dans la ville ou en hébergement temporaire, soit dans la famille ou chez des amis. Ça veut dire qu'on a des personnes aussi qui pourraient relever du service de la maraude des Restos du Cœur. Voilà, nous on vous suggère à nouveau de voir avec eux ce qu'il est possible de faire, parce que je crois qu'il y a vraiment un besoin sur cette ville. Alors, Madame Séché ? Oui, juste ça témoigne quand même de votre méconnaissance. Excusez-moi, les Restos du Cœur n'ont jamais fait de maraude et ne font pas de maraude. Alors, moi, écoutez, j'ai des amis qui font des maraudes tous les jeudis soirs, alors il faudra m'expliquer pourquoi ils font pas pourquoi les Restos du Cœur font pas de maraude avec... Parce qu'il y a des maraudes... Mais les Restos du Cœur font des maraudes et ils distribuent des repas dans les quartiers. C'est pas les mêmes publics. C'est peut-être pas les mêmes publics, mais c'est ici, les mêmes besoins. On a le SAMU social qui fait des maraudes ici. Les Restos du Cœur souhaitent effectivement s'implanter à Bru. Nous ont demandé. Pour l'instant, on a un local. On étudie la possibilité d'un local qu'on n'a pas pour l'instant. Mais il n'est pas question que les Restos du Cœur fassent des maraudes à Bru. Merci Madame Séché. D'autres interventions ? Pas d'intervention ? Donc je passe au vote pour l'ensemble de ces subventions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Les propositions sont adoptées à l'unanimité. Merci. Donc on parle maintenant de personnel et de la convention avec l'association Relais Emploi pour la mise à disposition de personnel temporaire. Madame Chevalier. Merci. Donc, il s'agit d'une délibération visant à permettre à la ville de conventionner avec l'association Relais Emploi, ceci afin de répondre à des besoins temporaires de personnel. Ces besoins peuvent être liés au remplacement d'agents absents, à un renfort ponctuel dans un service ou à l'occasion de l'organisation de manifestations sur la ville. Pour mémoire ou pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'association Relais Emploi a pour objet d'embaucher des personnes en difficulté d'insertion sociale afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques et morales, comme des particuliers, des associations, des collectivités et des entreprises, et ainsi d'assurer un accompagnement individualisé de ces personnes pour faciliter leur accès à l'emploi durable. À ce titre, l'association contribue à lutter contre les exclusions et au développement du territoire sur lequel elle intervient. La mise à disposition est facturée chaque mois en fonction du nombre d'heures effectuées durant le mois concerné sur la base d'un tarif horaire unique fixé à 21,09 € net de taxes réévaluées en fonction de l'évolution de la valeur du SMIC. La convention est conclue pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024. Je vous demanderai donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'association intermédiaire Relais Emploi pour la période donc du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024 et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Je n'en vois pas. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à l'autorisation de recours au service civique. Oui, on peut peut-être aller le chercher, il est revenu. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est normal. Oui, oui. On a dit à l'unanimité. Oui. Présent. Je sais pas, monsieur Roulet étant sorti, est-ce qu'on doit dire unanimité ou pas unanimité ? Unanimité des présents. Voilà, c'est ça. Très bien. Petite nuance. Bien, maintenant, autorisation de recours au service civique, Madame Chevalier. Oui, merci. Il est proposé donc ce soir par cette délibération de permettre le recours pour la ville de Bru au service civique. Ce dispositif s'adressant à des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans dans certaines conditions, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, donc une association ou une personne morale de droit public comme les collectivités locales, pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
En l'occurrence à Bru, le volontaire qui sera accueilli en service civique participera au développement des activités et de la mobilisation citoyenne autour de l'expérimentation du manoir de la Noé, qui comprend donc une réflexion autour de la création d'outils de mobilisation, d'information, de concertation citoyenne et de communication sur le projet, de soutien à l'élaboration et à l'animation d'un programme d'animation partagé avec différents acteurs, au soutien à l'organisation d'ateliers de sensibilisation et de faire ensemble menés par plusieurs acteurs à destination du grand public. Il sera encadré par la chargée de mission transition écologique et à ce titre l'accompagnera sur les projets du service. Considérant les éléments exposés dans la délibération, Monsieur le maire propose aux membres de l'Assemblée délibérante de mettre en place ce dispositif de service civique au sein de la collectivité à compter du 1er avril 2024. D'autoriser Monsieur le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat d'engagement de service civique avec le volontaire pour une durée de 8 mois à 28 heures par semaine et la convention de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires et lesquels seront inscrits au budget primitif 2024 de la ville. Merci. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc la proposition est adoptée à l'unanimité. Personnel encore, recours au contrat d'apprentissage. Madame Chevalier. Donc, cette délibération vise à permettre à la collectivité de recruter jusqu'à 5 personnes en contrat d'apprentissage. Pour un jeune éligible de 16 à 29 ans, sauf exception, l'apprentissage permet d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, avec à la toute fin la sanction d'un diplôme ou d'un titre professionnel. Cette période représente pour beaucoup une réelle première expérience professionnelle et peut même être une étape à un pré-recrutement. Pour l'employeur, l'apprentissage peut être une façon de répondre aux difficultés de recrutement en formant de nouveaux salariés à leurs compétences professionnelles. Cela peut être aussi un moyen de transmettre les savoir-faire de la collectivité à un futur collaborateur et ainsi d'anticiper de prochains départs à la retraite. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à recourir au contrat d'apprentissage dans le cadre des orientations des lignes directrices de gestion de la ville, en tenant compte de l'organisation actuelle des services, de leurs besoins et de leur capacité d'accueil. D'exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement pouvant aller jusqu'à 5 apprentis, d'inscrire les crédits nécessaires au budget, de signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les organismes de formation. Et enfin, les délibérations du conseil municipal, donc la numéro 1 du 15 septembre 2006 et la numéro 30 du 13 septembre 2007, sont alors abrogées. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions ? Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Le personnel encore, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier ? Une délibération pour 4 recrutements ce soir, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc 2 postes d'adjoint technique pour les fonctions de jardinier à temps complet aux espaces verts, un poste à temps complet pouvant relever en fonction du recrutement du cadre d'emploi de technicien ou du cadre d'emploi d'ingénieur pour le métier de responsable du bâtiment au service bâtiment, et un poste d'adjoint administratif à temps complet au Grand Logis pour remplacer une agent partie en disponibilité. Conformément aux dispositions prévues par la loi, le recours à un contractuel est envisageable. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, modifier le tableau des emplois et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération ? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Madame Chevalier, toujours le personnel, la subvention au Comité national d'action sociale pour l'année 2024. Madame Chevalier. Donc, cette délibération qui revient chaque année nous permet de verser la subvention annuelle, donc au CNAS, le Comité national d'action sociale, qui propose une offre complète d'avantages sociaux et de prestations de qualité visant à améliorer les conditions matérielles et morales des agents. Je vous fais grâce du calcul de la cotisation qui est indiqué dans la délibération.
Et retenons qu'il nous faut verser la somme de 63 501 €, donc au CNAS, au titre de la cotisation 2024, inscrire les crédits nécessaires au budget 2024, verser les cotisations au cours de l'année pour les nouveaux agents à hauteur de 217 € pour une date d'arrivée entre le 1er janvier et le 31 août et 72,33 € pour une date d'arrivée entre le 1er septembre et le 31 décembre. Merci. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je voulais faire, avant de conclure ce conseil municipal, faire une déclaration concernant la signature de l'achat des équipements sportifs de Kerlan. Nous n'avons pas pu réaliser cette signature comme prévu aujourd'hui. Elle a été repoussée parce qu'il y a un vice de forme sur un lot qui avait été oublié. Et il se trouve que sur ce lot, il y a un garage. Donc ça veut dire qu'il va falloir retarder cette signature. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas pu faire la signature. Et donc on va la faire, on ne sait pas trop, mois d'avril, mois de mai. Ouais. Ça va repousser d'autant la signature mais l'acquisition est toujours d'actualité, je vous rassure. Voilà, c'est juste un vice de forme par rapport à l'acte notarié, on ne pouvait pas le signer en l'état. Voilà, je vous remercie et je vous invite à partager un petit moment convivial au 2e étage.